Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce mercredi 10 septembre. Ce soir, direction le littoral pour profiter des grandes marées de septembre, justement. Les marées d'équinoxe en plus, celles qui découvrent le plus les rochers. Dans un instant, on va aller du côté de Notre-Dame-de-Mont à la rencontre des pêcheurs. Un mercredi marqué également par la journée nationale de prévention du suicide. En Vendée, d'après les derniers chiffres, ce sont les hommes qui sont très majoritairement concernés, quasiment 8 cas sur 10. Et puis, mise au vert pour les filles du RVBC. Les basketteuses lyonnaises étaient cette semaine à Saint-Jean-de-Mont pour se préparer à une nouvelle saison en Ligue 2. Les plus forts coefficients étaient annoncés pour aujourd'hui et demain. Ajoutez à cela une météo plutôt agréable et des amateurs encore en vacances. Résultat, eh bien, il y a du monde en ce moment sur les plages du département. La Vendée, on en parlait hier et vous le voyez, c'est plusieurs coins à Huîtres, à Moule ou encore à Palourde. Anthony Jamin, lui, est allé à Pont-Dieu voir comment se passait la récolte. Des coquilles vides et des paniers bien vides aussi. Aujourd'hui, ce n'est pas une bonne journée pour la pêche à la palourde au Pont-Dieu. Et chacun y va de son argument. Les étoiles de mer, quand il y en a, c'est mauvais. Parce que les étoiles de mer, elles mangent tout. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas tellement. Maintenant, peut-être que cet hiver, il y en avait, qu'elles ont tout mangé. Je ne sais pas. Cet hiver, il y a eu pas mal de tempêtes. Alors peut-être qu'il y a eu moins ou plus de casses, je ne sais pas. Mais C'est une surpêche faite par, disons, les estivants. Il faut aller au bois pour pêcher. Malheureusement, le Gois, beaucoup y renoncent, trop fréquenté. Et puis on dit qu'ici, les palourdes sont plus savoureuses. On y était hier au Gois. Ah ben là, au Gois, on en a eu. Mais on voulait essayer aujourd'hui là. Puis le goût, c'est très bonnes. C'est pas comme au Gois quand vous y allez, parce qu'il faut les faire dégorger. Et là, ils ont bien le goût de iode. Au Gois, c'est pareil. Il y a trop de monde. On est les uns sur les autres. Après 1h30 de pêche, la mer reprend doucement ses droits sur le long promontoire rocheux qui ne se découvre qu'au très fort coefficient. Le Pont-Dieu disparaît peu à peu et beaucoup rentrent bredouille, à l'exception de quelques chanceux. Oh, regardez. Ah oui, oui. Ouais. Oh, ben oui. Moi, j'en ai C'est 4. de la misère, ça. Ah, mais elles sont grosses, ça, ouais, 4. Regardez, celle-là, c'est belle. Je vais te nourrir. 4. C'est ma deuxième fois à venir au Pont-Dieu, donc c'est vraiment de la chance parce qu'il faut quand même gratter et puis connaître un petit peu les trous que je ne connais pas ici, je préfère le Gois. D'ici la fin de l'année, 10 nouvelles grandes marées s'offriront aux pêcheurs à pied. L'occasion de retenter sa chance pour dénicher les précieux gisements. Et moralité, si vous avez votre petit coin secret, il vaut mieux le garder. Alors demain, dernier jour vraiment intéressant pour les grandes marées avec un coefficient de 114 le matin, 111 l'après-midi. Vendredi, on passe à 106 et samedi, 93. Au chapitre justice à présent, une partie de votre repas de réveillon va peut-être se jouer demain au tribunal de La Roche-sur-Yon. Vous vous souvenez peut-être l'an dernier des remous provoqués à quelques semaines de Noël par une association de défense animale contre la société vendéenne Ernest Soulard. L214 dénonçait les méthodes de gavage du producteur de foie gras, images en caméra cachée à l'appui, mais avec montage vidéo. Une action qui avait même conduit de grands chefs comme Joël Robuchon ou l'anglais Gordon Ramsay à suspendre carrément leurs commandes auprès du fournisseur vendéen. Eh bien, c'est donc demain après-midi que le procès va se tenir. L'association de défense a porté plainte pour sévices graves et maltraitance sur des animaux. L'entreprise Soulard poursuit L214 pour dégradation sur un des bâtiments d'élevage. Des informations complémentaires aussi ce soir dans l'enquête sur la mort de la fillette de 4 ans à Saint-Georges de Pointe-Indou. L'autopsie pratiquée hier confirme un décès dimanche suite à des violences physiques, notamment des brûlures au 2e degré et des traces de coups. La mère reconnaît également avoir étranglé sa fille, mais nie avoir voulu la tuer. Avec son compagnon qui l'hébergeait depuis quelques semaines près de la Motte-à-Char, elle a été placée en détention provisoire. Tous deux devront répondre de meurtre sur mineur de 15 ans, ainsi qu'acte de torture ou barbarie sur mineur de 15 ans. Garde à vue, expertise, réquisitoire introductif ou encore commission rogatoire, un lexique qui pour nous n'est pas très clair, mais qui est pourtant primordial. C'est toute la face cachée de la procédure Xynthia. 4 ans et demi après le passage de la tempête, le procès s'ouvre lundi au Sables d'Olonne. Et même si pour les victimes, les choses n'avancent pas assez rapidement, on peut le comprendre, le dossier n'est pas resté dans des cartons en attendant qu'une place se libère au tribunal. Carl Laboureux.
Première étape, les enquêteurs commencent par essayer de comprendre comment et donc pourquoi 29 personnes sont mortes noyées la nuit du 27 au 28 février 2010. Ils ouvrent toutes les portes possibles pour refermer celles qui ne débouchent pas sur des informations intéressantes. Pendant une petite année, le procureur de la République, en l'occurrence celui des Sables-d'Olonne, dirige alors cette enquête préliminaire. Avec son équipe, il auditionne plus d'une centaine de personnes, des témoins, les services de la météo ou encore des représentants de l'État. De leur côté, les gendarmes procèdent à des gardes à vue, car entre-temps, en novembre 2010, l'AVIF, l'association des victimes des inondations, se constitue partie civile. Procédure oblige, le juge d'instruction prend alors le relais du procureur. Il nomme des experts et approfondit le travail déjà bien avancé par son prédécesseur. Ce dernier, qui était d'ailleurs jusqu'à présent un peu le chef de l'enquête, devient le défenseur de la société. C'est notamment lui qui, dans les prochaines semaines, pourra requérir une peine à l'encontre des prévenus. Dès le départ, le procureur de la République, les enquêteurs se sont donné les moyens de comprendre et de savoir ce qui s'est passé, qui était à l'origine de 29 morts. Je peux vous dire que pendant ces 3 ans et demi d'instruction, plus cette année où on a préparé quand même activement le procès qui s'ouvre le 15 septembre, je crois qu'on a essayé de faire coïncider un temps judiciaire qui soit compatible avec un temps plus commun. Une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel des Sables résume toutes les démarches. Elle met un terme à l'instruction. Une somme d'informations qui attend maintenant d'être à nouveau épluchée à partir de lundi. Une audience qui s'ouvre finalement sur le compte-rendu de ce véritable travail de fourmi qui aura duré au bas mot 3 ans et demi. Donc voilà, plus de 3 ans de procédure et quelques mois d'attente avant l'ouverture lundi de ce fameux procès Xynthia. Vous pouvez retrouver ce reportage comme tout ce que nous consacrons à Xynthia sur le site internet de TV Vendée. On va ouvrir maintenant une large page politique avec les élections sénatoriales du 28 septembre prochain. Je vous rappelle que 7 listes sont pressenties pour le moment, 3 à droite, 3 à gauche et celle du Front National. Le Front National qui a confirmé ce matin sa participation via un communiqué. À gauche, c'est Stéphanie Barra qui emmènera la liste du Parti socialiste. Cet ancien adjoint de La Roche-sur-Yon entend présenter une liste renouvelée avec des candidats jeunes. On l'écoute, il évoque le sens de sa candidature et ses priorités. Les grandes priorités, c'est de garantir aux élus vendéens qu'ils auront demain des sénateurs sur notre liste de proximité, qui se consacreront à leur travail, parce qu'on a un moment charnière pour la France, où on voit bien que l'action publique est difficile dans un contexte budgétaire compliqué, avec une crise citoyenne et morale de défiance envers les élus. Donc saisissons ensemble l'opportunité de redéfinir une action publique qui permette de libérer les énergies sur nos territoires. En politique toujours, Hugues Fourage prend du galon. Le député du Sud-Vendée vient d'être nommé porte-parole du groupe PS à l'Assemblée nationale. L'ancien maire de Fontenay-le-Comte, qui est réputé proche du Premier ministre Manuel Valls, prend la suite de Thomas Thévenoud, lequel a quitté le gouvernement, puis le groupe PS à l'Assemblée nationale suite à ses problèmes fiscaux. Hugues Fourage exercera cette fonction de porte-parole avec une députée de Paris. Enfin, à droite, c'est le sénateur Bruno Retailleau, tête de liste au sénatorial, qui est candidat à la présidence du groupe UMP au Sénat. Donc cette fois, il sera opposé à 2 autres candidats, les anciens ministres Roger Carucci et Gérard Longuet. Bruno Retailleau, dont le nom est cité par le président du groupe UMP au Conseil régional des Pays de la Loire, comme étant, je cite, l'un des 2 bons candidats possibles pour emmener la liste UMP aux élections régionales à venir. Élections dont on ne connaît pas la date. D'ailleurs, François Pinte, qui s'exprime dans les colonnes de Ouest France, cite donc le nom de Bruno Retailleau et celui du député angevin Marc Laffineur. La région, justement, faisait sa rentrée en Vendée aujourd'hui. Christophe Clergeau, le premier vice-président des Pays de la Loire, était au lycée François Rabelais de Fontenay-le-Comte. Un déplacement pour visiter notamment l'extension de l'atelier de construction métallique et rappeler que le rôle d'une région, c'est notamment le financement de ce genre de chantier. Notre premier objectif, c'est d'accompagner les jeunes en leur donnant les meilleures conditions d'études. La formation, les lycées, mais aussi les centres d'apprentissage, les formations sanitaires et sociales, c'est la moitié du budget de la région. Et on s'occupe des bâtiments, on a des actions sociales, de soutien financier aux jeunes, et puis on aide des expérimentations pédagogiques, comme ici au lycée Rabelais avec la lutte contre le décrochage scolaire.
Christophe Clergeau qui a ensuite terminé sa tournée de rentrée vendéenne à Saint-Jean-de-Mont en visitant l'Institut de formation en soins infirmiers de la Croix-Rouge. Journée annuelle de prévention du suicide aujourd'hui, à l'occasion de rappeler que 800 000 personnes se suicident chaque année dans le monde, une toutes les 40 secondes. En Vendée, d'après les derniers chiffres de l'Agence régionale de la santé, 129 cas ont été relevés, c'était en 2010, quasiment 8 fois sur 10. Il s'agissait d'un homme, Pierre Davicieux. Odile Breteau reçoit un public très varié de personnes à risque, adolescents mais aussi personnes âgées. Cette animatrice tente tous les jours de leur remettre le pied à l'étrier. Des personnes qui bien souvent ne trouvent plus de solution et parfois il faut faire vite. Je pense là notamment à une jeune fille qui parlait elle-même en fait de suicide. Donc elle faisait preuve vraiment d'une grande détresse et là dans ces moments il faut pouvoir réagir rapidement. Donc ne pas avoir des délais d'attente de rendez-vous pour qu'on puisse être là au moment le plus critique. Si le suicide est toujours en France la deuxième cause de mortalité chez les jeunes après les accidents de la route, il est également présent chez les adultes et vraisemblablement, hommes et femmes ne sont pas égaux devant ce fléau. On constate une mortalité par suicide supérieure chez les hommes que chez les femmes. Et ça, c'est constaté à l'échelle de la région entière. Ce sont les personnes entre 35 et 54 ans qui sont les plus touchées. Ça correspond à 40% des suicides sur cette tranche d'âge sur la Vendée. Colombe, la fille d'Odile, a connu une période difficile. Il y a quelque temps, elle perd un proche et ne s'en remet pas. Aujourd'hui, elle va mieux, en partie grâce à l'association Essentielle dont fait partie sa maman. Quand on a des situations comme ça qui arrivent, on s'y attend jamais. Et heureusement qu'il y a des personnes, oui aussi c'est ma maman, mais c'est pas que, c'est aussi une personne qui a pu m'accompagner, comme j'ai eu d'autres personnes aux alentours, pour m'aider à avancer et à grandir. Et aujourd'hui, je peux à peu près en parler sans pleurer, donc c'est déjà bien. Si aujourd'hui on peut connaître les facteurs de risque, les causes réelles du suicide, elles, restent souvent un mystère. L'Observatoire national du suicide est en train de lancer une étude sur ce sujet. 4 ans après le partenariat entre le chef Thierry Marx et les Restos du Cœur autour d'un livre de recettes à base des produits les plus régulièrement distribués par l'association caritative, l'antenne lyonnaise des Restos lance son propre atelier cuisine. La démonstration de toutes les variations possibles autour des aliments les plus simples. Pour cette première édition, gros plan sur les légumes. Edwige Richard. Je râpe de la courgette pour faire des... Comme les autres bénéficiaires, aujourd'hui Dominique découvre l'atelier culinaire. Devant elle, les plats sont préparés sur place par des bénévoles. Ici, pas de recettes difficiles, simplement des idées accessibles. Après la découverte des recettes, les bénéficiaires sont invités à choisir leurs légumes. Ces 2 stands leur permettent alors de découvrir la diversité des produits cultivés par les Restos du Cœur. Le pâtisson, je ne savais pas ce que c'était qu'un pâtisson. Vous non plus. Bon. Et c'est un légume, un vieux légume, et on peut faire de la purée, on peut le faire en soufflé, et je ne connaissais pas du tout, moi. Ces initiations sont aussi et surtout proposées pour les étrangers. À La Roche-sur-Yon, 80% des bénéficiaires viennent des pays de l'Est. Aujourd'hui, ils découvrent notamment la courgette et tout ce que l'on peut faire avec. Les recettes de galettes, de flans ou de cakes sont donc écrites en français, mais également en russe. Il y a beaucoup de Russes. Beaucoup de Russes, beaucoup de Géorgiens, beaucoup de Tchétchènes qui sont notre principale population actuellement, des Arméniens. Bon, c'est vrai que toutes ces langues ne sont pas forcément les mêmes, mais au moins le russe est à peu près compris par tout le monde ici. Au-delà des légumes donnés et des recettes proposées, cet atelier culinaire invite aussi à l'échange. Malgré parfois la barrière de la langue entre bénéficiaires et bénévoles, finalement, chacun apporte à l'autre. Ce matin, il y avait une dame qui expliquait comment elle cuisinait les courgettes, etc. Je ne voudrais pas vous le redire, mais donc c'est important aussi d'échanger avec eux. Chacun est donc reparti avec des idées et des recettes. Après une première édition satisfaisante, les Restos du Cœur espèrent pouvoir réitérer l'expérience l'année prochaine, dès le retour des premiers légumes.
L'antenne de La Roche-sur-Yon des Restos du Cœur qui est justement à court de bénévoles, notamment pour l'entretien de son potager. Donc si vous avez un petit peu de temps à partager et qu'en plus vous avez la main verte, n'hésitez pas à contacter l'équipe. Levée de rideau imminent sur la nouvelle saison de Vendée en Seine. Le département a présenté sa programmation pour l'année avec des rendez-vous un petit peu partout sur le territoire, de l'Île-Dieu à Chantonnay, en passant par les Brousilles ou encore Longeville, de la danse, de l'opéra, du théâtre, tout ça du 3 octobre au 12 mai prochain. Vendée en Seine 2014-2015, c'est également une programmation extrêmement variée, éclectique. C'est la musique sous toutes ses formes, le jazz, la variété, le classique, le baroque. C'est le théâtre, c'est la danse, c'est la magie. Voilà, il n'y a pas de limite. Et pour le petit clin d'œil, sachez que Jérôme Aubineau, le conteur bien connu des téléspectateurs de la grande émission, fait partie lui aussi de cette programmation de Vendée en Seine. Vous pourrez le retrouver le 11 avril prochain sur l'Île-Dieu avec son dernier spectacle, C'est quand qu'on arrive. Mise au vert, enfin plutôt mise au bleu pour les filles du Roche-Vendée Basket Club. À 15 jours de leur premier match de la saison en Ligue 2, les joueuses viennent de passer 3 jours à Saint-Jean-de-Mont, un stage de cohésion pour apprendre à vivre ensemble. Delphine Ledu. Soleil, piscine et bronzette, tel est le programme de cet après-midi pour les joueuses de la Roche-Vendée Basket Club. Depuis 3 jours, l'équipe féminine qui évolue en Ligue 2 vit au rythme du camping. Il s'agit en réalité d'un stage de préparation et surtout de cohésion avant de reprendre le championnat. On vit toute l'année dans notre salle omnisport, donc voilà, le fait de pouvoir changer de lieu comme ça, c'est vraiment super sympa, quoi. Le but, c'est vraiment qu'elles s'amusent, elles rigolent ensemble. Et puis qu'on travaille quand même un peu sur le physique. Ça leur permet de bien peaufiner leur préparation physique. Et puis en même temps de pouvoir après derrière s'amuser et puis de pouvoir vivre ensemble, ça c'est important, quoi. Au programme du stage, travail physique sur la plage le matin et activité nautique l'après-midi. Durant quelques jours, le basket est mis de côté pour privilégier des moments de la vie quotidienne. C'est super bien parce que ici, on travaille et on se repose en même temps. Le soir, on mange ensemble déjà pour la cohésion, c'est bien. Et après, on fait des jeux de cartes et on discute comme des filles pendant longtemps. La cohésion, se connaître un peu plus, un petit peu en dehors de la salle de basket. On n'oublie pas le basket, c'est juste qu'on sait qu'on va passer l'année ensemble. Donc on apprend plus à se connaître, surtout avec les nouvelles. Ça leur permet de s'intégrer et puis on est toujours dans le basket mais on le met un peu de côté, quoi. Intégrer les nouvelles recrues, passer du temps en dehors du terrain de basket, des ingrédients nécessaires pour souder l'équipe et démarrer le championnat plus sereinement. Et l'ouverture de cette saison, donc pour les filles du RVBC, ce sera le 27 septembre et ça va se passer au Havre. Le temps de demain, eh bien, a priori, un très beau jeudi qui s'annonce, des minimales au-dessus des normales de saison et un après-midi qui devrait nous réserver, tenez-vous bien, 24 à 26 degrés. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Armel Pavageau. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment demain, même heure, pour le prochain point sur l'actu vendéenne. D'ici là, très bonne soirée à vous tous sur TV Vendée et à demain.